Eta dit à Blake que c'est une chance de retrouver son bienfaiteur. Elle lui demanda s'il avait rencontré les autres, ce à quoi il répondit qu'il avait rencontré Alice, et qu'Alice semblait aller bien. Cela fit rire Eta qui fit remarquer qu'Alice était toujours comme ça. Ils rirent ensemble, ce qui irrita la dame, qui se demanda pourquoi Blake semblait si bien s'entendre avec Eta alors qu'il n'était qu'un simple mage de barrière. Eta raconta alors que s'il ne les avait pas sauvés dans la forêt de la mort, ils auraient sans doute perdu la vie. Blake se souvint de ce jour. Il chassait dans la forêt située juste à l'extérieur du royaume des démons, la forêt de la mort. Par hasard, il avait trouvé une personne vivante attaquée par des monstres, et il était intervenu pour la sauver. Lorsqu'il demanda à Alice si elle allait bien, elle le supplia d'aider ses camarades. Il a immédiatement porté Alice et fouillé la zone, avant de trouver Eta entouré de monstres. Eta expliqua que la forêt de la mort brouillait les sens de ceux qui y pénétraient, les séparant les uns des autres et les faisant errer sans but. Elle ajouta que s'il ne les avait pas sauvés, elle y serait morte et le remercia à nouveau pour son aide. Blake lui murmure qu'il n'a rien fait de spécial, mais elle rit et lui dit qu'il n'a pas changé d'un iota. Soudain, des enfants passent devant eux en courant, jouant joyeusement. Blake les observe et remarque qu'ils ont l'air de s'amuser. Il a expliqué qu'il maintenait des barrières seuls depuis l'âge de 9 ans et qu'il enviait ce genre de vie insouciante. Eta a répondu, surprise, qu'il avait été seul pendant tout ce temps. Blake se demande si elle a déjà joué de la sorte, mais Eta répond fièrement qu'elle est une magicienne géniale née et qu'elle n'aurait jamais joué avec des enfants. Pourtant, lorsqu'elle jette un coup d'œil aux enfants, son regard s'adoucit et elle les fixe avec tristesse. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent à la mine berbère abandonnée. Ils remarquèrent qu'il y avait plus de miasmes que ce à quoi ils s'attendaient. La dame fait remarquer à Eta que cela semble dangereux pour tout le monde, sauf pour elle. Eta demanda alors à Blake s'il lui était possible de créer une barrière autour d'eux et de la déplacer. La dame en douta doucement, se demandant si une telle chose était possible. Blake répondit qu'il le pouvait, ce qui fit pousser à la dame un cri d'incrédulité, insistant sur le fait que ce n'était pas possible. Sans un mot, Blake lança sa magie de barrière et entra dans le miasme dense. La dame cria qu'entrer dans un miasme aussi dense était suicidaire et que c'était le résultat d'une tentative d'exhibition. Mais Blake se retourna et leur demanda simplement s'ils ne venaient pas, les laissant tous stupéfaits qu'ils soient encore en vie. Eta remarqua que les effets de la barrière de Blake étaient visibles et décida qu'ils devaient laisser le chariot du dragon derrière eux, car ils ne pouvaient pas entrer dans la mine. Cela choqua encore plus le groupe. En entrant dans la mine, ils s'étonnèrent que la barrière les protège vraiment d'un niveau de miasme aussi intense, ce dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. Malgré cela, la dame déclara avec arrogance qu'une barrière bloquant les miasmes n'était pas si impressionnante. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la mine, Blake remarqua qu'il n'y avait aucun monstre à proximité. Eta expliqua qu'il semblait y avoir un bassin de miasmes au plus profond. Blake supposa que cela signifiait qu'il devait y avoir une créature à l'origine du miasme. Eta a ajouté qu'il pouvait s'agir d'un objet maudit ou d'un phénomène naturel. Elle a précisé que les objets maudits, qu'ils soient créés par les humains ou qu'ils apparaissent naturellement dans des endroits inquiétants, génèrent des miasmes. Parfois, de puissants monstres produisant de grandes quantités de miasmes naissent soudainement. Les miasmes créent des monstres qui, à leur tour, intensifient les miasmes, ce qui entraîne la naissance d'encore plus de monstres. Le roi démon est l'exemple ultime de ce cycle. Eta expliqua qu'étrangement, lorsqu'ils avaient vaincu le monstre à l'origine du miasme, tous les monstres nés du miasme avaient disparu. De même, lorsque le roi des démons a été vaincu, la moitié des monstres du royaume des démons ont disparu. Cependant, tous les monstres du monde n'ont pas disparu. Blake sourit pendant qu'Eta s'explique. Eta ajouta que s'il pouvait comprendre le principe de la création des miasmes et des monstres, il pourrait peut-être mettre au point des contre-mesures, ce qui rendait leur mission extrêmement importante. Eta ne vit pas la pierre devant elle et trébucha accidentellement. Heureusement, Blake l'a rattrapée par derrière juste à temps, ce qui l'a rendue timide. Il lui a alors demandé si elle allait bien, mais elle s'est contentée de s'excuser. Blake lui a dit qu'il était difficile de voir les irrégularités du sol et que cela pouvait être dangereux, et lui a demandé si elle voulait qu'il la porte sur son dos. La dame l'a immédiatement repoussée en lui criant de ne pas traiter Eta comme une enfant et en lui rappelant qu'Eta était une magicienne de génie, différente des humains ordinaires. Eta leur dit qu'elle allait bien et qu'ils devaient continuer à avancer. Un peu plus tard, ils arrivèrent dans une pièce remplie d'épais miasmes. Un monstre sortit de sa cachette, grognant bruyamment en les voyant. Ils furent horrifiés de découvrir qu'il s'agissait d'un minotaure de niveau 5. Blake dit à Eta qu'il devrait le capturer, mais la dame passa devant lui et lui dit de rester en arrière, affirmant qu'ils allaient s'en occuper. Les magiciens de l'équipe de recherche commencèrent à attaquer le minotaure avec leurs pouvoirs magiques, mais le minotaure se contenta de sourire et de rugir bruyamment,
détournant toutes les attaques. La dame et les autres étaient choqués par sa résistance. Eta cria que la magie normale ne suffirait pas à le capturer, comme elle l'avait soupçonné, et qu'ils avaient besoin de Blake, le mage de la barrière. La dame bégaya, demandant à Eta si elle voulait vraiment dire qu'elle pouvait capturer le monstre, laissant Eta stupéfaite. Les membres de l'équipe commencèrent à presser Eta de s'en occuper elle-même, déclarant qu'elle était la sorcière de la sagesse. Sous la pression, Eta serra les dents et s'avança, se rangeant à l'avis de son équipe. Elle leva sa baguette et se plaça devant le Minotaure, déterminée mais visiblement tendue. Blake l'observait avec inquiétude tandis qu'elle préparait sa magie. Le Minotaure poussa un rugissement assourdissant, immobilisant Eta. Remarquant son hésitation, Blake vit le Minotaure lever sa hache massive et la balancer vers elle. Heureusement, une solide barrière apparut, bloquant l'attaque, choquant la dame et les autres membres de l'équipe. Blake entoura rapidement le Minotaure de sa barrière, l'enfermant étroitement à l'intérieur. La dame balbutie avant de lui crier de ne pas intervenir et de ne pas se mettre en travers du chemin d'Eta. Eta l'interrompit, leur criant d'arrêter et leur rappelant qu'ils avaient amené Blake spécialement pour capturer le monstre. Toujours craintive, la dame soutient que la barrière sera sûrement détruite. Eta leur dit calmement de regarder le monstre et leur expliqua qu'une barrière raffinée pouvait bloquer et purifier les miasmes. En enfermant le monstre dans la barrière, il pouvait l'affaiblir. La dame bégaya, avouant qu'elle ne savait pas que les barrières avaient de tels effets. Eta s'approcha de la barrière, stupéfaite de voir le monstre de niveau 5 réduit à l'impuissance. Elle pensait que c'était un exploit incroyable, sachant que sa magie ne pouvait pas atteindre de tels résultats. En se retournant, Eta remercia Blake d'avoir capturé le monstre. Elle a ensuite dit à tout le monde qu'il devait rentrer immédiatement. Passant devant Blake avec un sourire, elle lui dit qu'il les avait sauvés et qu'il devait continuer à porter le monstre comme ça. Blake la regarda partir en premier, se demandant avec inquiétude si elle avait eu peur. Quelques jours plus tard, Eta félicita tout le monde pour son excellent travail et annonça qu'il pouvait maintenant commencer à faire des recherches sur les monstres capturés. L'équipe regarda fixement l'énorme Minotaure qui se trouvait devant elle. Eta frappa à la barrière qui retenait le Minotaure et remarqua que les barrières étaient vraiment pratiques, car elles permettaient de déplacer un corps aussi imposant avec facilité. Elle demanda à Blake combien de temps il pouvait maintenir la barrière, ce à quoi il répondit que tant qu'il était à proximité, il pouvait la maintenir de façon semi-permanente. Cependant, il ajouta que les barrières normales perdent leur effet lorsque l'alimentation en magie est coupée. Eta remarqua que c'était problématique et demanda s'il y avait un moyen de contourner le problème. La dame suggère qu'il serait préférable de recapturer le monstre en utilisant le pouvoir magique d'Eta, mais Blake sort une marque de sceau et dit à Eta qu'elle devrait résoudre le problème. La dame s'énerve et demande s'il y a quelque chose que Blake ne peut pas faire. Eta lui demanda ce qu'était la marque de sceau, et Blake expliqua qu'il s'agissait d'un cercle magique qu'il avait créé pour maintenir la barrière autour du royaume des démons. Il pouvait automatiquement maintenir la barrière pendant un certain temps sans apport constant de puissance magique. Eta fit une pause, se rappelant avoir vu quelque chose de similaire près du royaume des démons. Elle mentionna qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un tel cercle magique et fit remarquer que son créateur devait être tout à fait remarquable. Blake rit maladroitement et la remercie, ce qui surprend Eta. Elle lui demande s'il l'a créé lui-même, ce à quoi il répond simplement par l'affirmative. Il a ensuite expliqué qu'il pensait avoir environ 9 ans lorsqu'il l'a développé. Blake a expliqué qu'il y a 30 ans, alors que les miasmes du royaume des démons érodiaient le continent, les mages de la barrière se sont rassemblés pour faire face à la crise. Cependant, rien n'avait été préparé pour eux, et au début, ils ont dû maintenir la barrière directement. Naturellement, cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas quitter leur poste. Pour résoudre ce problème, il a mis au point un cercle magique capable d'emmagasiner de l'énergie magique. En y injectant de l'énergie magique, la barrière pouvait être maintenue pendant de longues périodes, ce qui permettait aux mages de faire des pauses et de se nourrir. Il ajouta qu'avec 100 personnes pour reconstituer la puissance magique, il prévoyait de créer une barrière autour de l'ensemble du royaume des démons. Cependant, il semblait être le seul à pouvoir accomplir cette tâche. Par conséquent, le processus nécessitait une énorme quantité de puissance magique, ce qui était extrêmement difficile. Tout le monde fut choqué en entendant son histoire. Remarquant leur réaction, Blake demande si quelque chose ne va pas. Eta lui dit avec enthousiasme qu'il a accompli quelque chose d'incroyable et lui demande pourquoi il ne s'en vante pas plus. Il a répondu que ce n'était pas grand-chose. Puis il plaça ses 2 mains sur le cercle magique et proposa de mettre cette histoire de côté pour l'instant. Blake commença à lancer des pouvoirs magiques et demanda à Eta s'il devait activer le cercle magique de la barrière. Il jeta alors une barrière autour du Minotaure, lui disant qu'elle devrait durer quelques heures. Par sécurité,
Il a dit qu'il resterait à proximité pendant les recherches. Etta sourit et lui dit que c'était très utile. Etta annonça à tout le monde que les recherches pouvaient commencer et chargea son équipe d'analyser les monstres et les miasmes. Tous acceptèrent avec enthousiasme et se mirent rapidement au travail. Quelques instants plus tard, l'équipe de recherche était occupée tandis que Blake montait la garde devant le Minotaure. Plus tard dans la nuit, tout le monde était parti se reposer, ne laissant que Blake et Etta dans le laboratoire. La dame s'est excusée et Blake a remarqué que tout le monde était rentré chez soi, à l'exception d'Etta. Etta, toujours occupée à son travail, lui dit qu'elle lui avait préparé une chambre dans le centre de recherche. Elle lui suggéra de s'y rendre à tout moment et lui rappela qu'il n'avait besoin d'être présent que lorsqu'une injection magique était nécessaire. Blake lui demande de parler d'elle. Elle lui répond qu'elle doit continuer à faire avancer les recherches le plus rapidement possible pour protéger les citoyens qui craignent la menace des monstres et des miasmes. Blake lui dit qu'il va rester, ce qui pousse Etta à lui demander s'il est prévenant. Elle ajouta que si c'était le cas, ce n'était pas nécessaire. Blake répondit qu'il craignait simplement que la barrière ne se brise, car c'était la première fois qu'il installait une barrière de type injection en dehors du royaume des démons. Etta, imperturbable, lui dit de faire ce qu'il veut, ce à quoi Blake répondit qu'il le ferait. Une semaine plus tard, l'équipe poursuivait ses recherches sur le monstre et les miasmes. Le soir, comme toujours, tout le monde était parti se reposer, ne laissant qu'Etta et Blake dans le laboratoire. La dame s'est excusée pour se reposer elle aussi. Blake a dit à Etta qu'il partait pour un moment et elle a simplement signé pour lui. Il s'est ensuite approché de la dame et lui a demandé si elle avait un moment. La dame a demandé ce qui se passait et Blake a expliqué qu'il ne voulait pas interférer avec leur politique, mais qu'il était curieux de savoir pourquoi tout le monde était parti plus tôt, à l'exception d'Etta. La dame lui demande avec colère s'il est sarcastique, le traite d'étranger et lui demande de ne pas intervenir. Blake a répondu calmement qu'Etta avait enquêté seul pendant tout ce temps et a demandé s'il n'avait pas l'intention de l'aider. La dame a répondu qu'il ne comprenait pas et a expliqué qu'Etta était un génie et qu'il n'y avait rien que des gens ordinaires comme elle puisse faire pour l'aider. Elle a ajouté qu'Etta était un génie non seulement de la magie mais aussi de la recherche, et que personne ne pouvait la suivre. Même s'ils faisaient leur part pendant les heures de travail, rester plus longtemps ne ferait que gêner Etta. La dame se retourna et dit à Blake que s'il n'était pas obligé de rester, il n'avait qu'à rentrer chez lui. Puis elle s'éloigne, le laissant frustré. De retour dans la salle d'examen, il trouva une petite Etta fatiguée, endormie derrière son bureau. Il remarque les cernes sous ses yeux et place soigneusement son manteau sur elle pour la réchauffer. Quelques jours plus tard, Etta annonce que c'est l'heure du déjeuner et demande à tout le monde de faire une pause. L'équipe se précipite à l'extérieur, discutant de ce qu'elle mange et louant le steak de la cafétéria. Laissée seule, Etta sort péniblement un morceau de pain. Blake lui dit qu'elle est enfermée dans le laboratoire et lui propose de faire aussi une vraie pause. Elle lui répond qu'elle a l'intention de se reposer dans sa chambre et s'excuse de le garder toujours là. Blake sourit maladroitement et lui assure qu'il reste parce qu'il en a envie. Etta lui dit alors de ne pas s'inquiéter pour elle et de faire lui-même une pause, ce qu'il accepte à contre-cœur. Blake se rend à la cafétéria, où il voit l'équipe en train de prendre son repas. L'un des membres remarque que, comme on s'y attendait de la part de Lady Etta, elle poursuit seule ses recherches et que son dévouement est admirable. D'autres disaient fièrement qu'ils ne pouvaient pas se comparer à elle et qu'ils ne feraient que la gêner. Ils ont également déclaré que le niveau de recherche était si élevé qu'ils ne comprenaient même pas ce que faisait Etta et l'ont félicité d'être capable d'attraper les monstres toute seule, sans aucun problème. La dame a dit avec assurance à tout le monde de tout laisser à Etta et a affirmé que tous les problèmes étaient résolus par son génie. Elle ajoute qu'Etta est un trésor du royaume d'Andria, et que tant qu'ils la suivent, tout ira bien. Blake n'est pas d'accord et dit qu'il pense différemment. Le groupe se leva furieusement et exigea de savoir ce qu'il voulait dire. Blake leur a dit sérieusement que le fait de faire l'éloge d'Etta en tant que génie et de tout lui confier n'était pas ce que les adultes devraient faire, et qu'Etta n'était qu'une enfant de 13 ans. La dame lui a crié de ne pas traiter Etta comme une enfant et lui a rappelé qu'elle était le plus grand génie sorcier de l'histoire, bien au-dessus de leur niveau. Les autres étaient d'accord avec lui, affirmant qu'Etta avait peut-être l'air d'une enfant, mais qu'elle était une adulte à l'intérieur et que Blake ne comprenait rien. Blake admet qu'Etta est incroyablement douée pour la magie et la recherche, probablement plus douée que la plupart des adultes. Cependant, il a soutenu que cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle était mûre sur le plan émotionnel. Il a souligné qu'Etta avait regardé les autres enfants avec jalousie et qu'elle avait eu peur lors de leur rencontre avec le Minotaure. Il ajoute qu'Etta est intelligente et gentille, ce qui explique sans doute qu'elle se comporte d'une manière qui plaît aux adultes qui l'entourent. Se rapprochant de la dame, Blake leur a demandé s'ils pouvaient vraiment affirmer avec certitude qu'Etta était une adulte. Il leur demande s'ils ont déjà eu une conversation honnête avec elle, s'ils ont essayé de comprendre ses sentiments ou s'ils ont envisagé de l'aider. Le groupe s'est tu à ces mots.
La dame a essayé de répondre, mais n'a rien trouvé à dire. Soudain, l'un des hommes l'a attrapée et a demandé à tout le monde de partir. Ils s'éloignent tous, passant devant Etta, qui les observe d'un air fatigué. Mais aucun d'entre eux ne lui a dit quoi que ce soit. Blake tente de s'approcher d'Etta pour s'expliquer, mais elle se détourne et s'éloigne, le laissant inquiet. Plus tard dans la soirée, alors que Blake était assis dans sa chambre en train de réfléchir, on frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, Etta se tenait là. Et lui demande si elle peut lui parler. Blake fait gentiment asseoir Etta sur son lit et lui verse une tasse de thé chaud. Il le lui a tendu et elle s'est excusée pour le dérangement. Il lui a mis son manteau sur les épaules et lui a dit qu'il faisait froid. Elle l'a remercié pour son geste et a bu le thé à petites gorgées, en notant gentiment qu'il était chaud. Après avoir fini son thé, Etta reste silencieuse un moment avant de s'excuser, mal à l'aise, de l'avoir mêlée à ses affaires ce jour-là. Blake n'est pas d'accord et explique que c'est lui qui a mis son nez là où il ne fallait pas. Il lui demande alors s'il en a toujours été ainsi pour elle. Etta a répondu qu'elle était pleine d'enthousiasme au début. Mais au fur et à mesure qu'elle travaillait avec les autres, les choses ont changé. Peu à peu, ils ont commencé à la considérer comme une sorcière de génie et leurs attentes ont changé, ce qui leur a facilité la tâche. Blake lui demande s'il a raison de supposer que sa charge de travail augmente alors que les autres commencent à faire le strict minimum. Etta acquiesce et dit qu'il en a toujours été ainsi. Elle explique que les gens autour d'elle ne cessent de changer entre ses mains. Elle lui a raconté qu'elle était née de parents ordinaires dans un petit village où il n'y avait pas de famille noble ou magique. Néanmoins, peu après sa naissance, elle a appris la langue et a lu par hasard dans un livre magique qui se trouvait être en possession de ses parents. Elle devint fascinée par la magie et ses parents s'en aperçurent. À partir de ce jour, ils lui ont donné toutes les formes possibles d'éducation magique et elle s'y est totalement absorbée. En conséquence, tout le monde a commencé à la traiter de génie et à attendre d'elle qu'elle se comporte comme telle. Etta a ajouté qu'elle était obligée de se comporter comme une adulte et non comme une enfant, à cause du préjugé selon lequel les génies doivent mûrir émotionnellement plus vite. Pour les mages, la recherche et le combat étaient considérés comme leur véritable vocation. C'est pourquoi elle fut contrainte d'étudier les deux, dès l'âge de 6 ans. Elle devint désespérée et essaya de répondre aux attentes de ses parents et des adultes qui l'entouraient. Ils la considéraient comme un génie, pas comme une enfant, et elle se sentait obligée de faire de son mieux. Elle hésita, serrant fortement les mains, et Blake lui demanda gentiment s'il avait raison de penser qu'elle avait peur des monstres. Les yeux d'Etta s'écarquillèrent de surprise et elle lui demanda s'il l'avait remarqué. Blake explique qu'il l'a vu lorsqu'il l'a secourue dans le passé et que lorsqu'ils ont à nouveau affronté le Minotaure, elle a eu l'air effrayée. Timidement, elle admit qu'il avait été très attentif et avoua qu'elle était terrifiée par les monstres. Lorsqu'elle faisait partie du groupe de héros, elle avait pu les supporter parce que les soldats de première ligne les combattaient directement, tandis qu'elle ne les soutenait que depuis l'arrière. D'une voix tremblante, Etta lui jure qu'elle est terrifiée par les monstres et qu'elle ne pourra jamais les combattre seule. Blake lui dit calmement qu'il comprend et lui révèle qu'il a lui aussi peur de combattre les monstres. Surprise, elle remarque qu'il n'a jamais eu l'air d'avoir peur. Il a expliqué qu'il avait simplement réprimé sa peur et s'était battu parce que, sinon, il n'aurait pas survécu. Avec le temps, la peur est devenue insensible. Etta a réagi avec tristesse, souhaitant pouvoir faire la même chose. Blake lui dit chaleureusement qu'elle n'a pas besoin de faire cela parce qu'Etta est très bien comme elle est. Paniquée, Etta hurla que tout le monde attendait d'elle qu'elle soit forte, qu'il voulait qu'elle soit un génie et une personne puissante. Tremblante, elle se tient la tête et leur dit frénétiquement de faire de leur mieux, sinon elle les décevra. Elle entendit les villageois se demander si elle n'était pas finalement un génie, et ses collègues criaient qu'il ne suivrait pas une personne ordinaire. Accablée, Etta se bouge douloureusement les oreilles et supplie les voix de ne pas la quitter ou de l'abandonner. Elle se promet d'être bonne, d'être un génie, de se comporter comme une adulte. Elle les supplie de ne pas l'abandonner. Soudain, elle sentit Blake lui tapoter doucement la tête. Sa voix était calme et rassurante, lui dit-il. « Tout va bien. » Blake jure doucement à Etta qu'il ne l'abandonnera jamais et ses paroles l'apaisent. Il lui a dit que ce qu'elle avait vécu était dur et qu'elle avait beaucoup souffert. Puis il lui demande gentiment si cela a été difficile, ce qui l'a fait fondre en larmes. Blake l'a félicité d'avoir si bien réussi, et en entendant ces mots doux et chaleureux, Etta n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle l'a serré fort dans ses bras, comme un enfant normal qui souffre, et a crié qu'elle voulait jouer avec ses amis, manger des sucreries, faire une pause dans son travail et passer plus de temps avec sa famille. Elle a avoué que même si elle aimait la recherche, elle détestait combattre les monstres parce que c'était effrayant et douloureux. À travers ses sanglots, elle a demandé pourquoi elle ne pouvait pas faire confiance aux autres. Blake a expliqué que les enfants ont le droit d'être vulnérables avec les adultes. Mais Etta a secoué la tête et a dit que tout le monde le lui avait dit. En tant que génie, elle ne pouvait pas faire preuve de faiblesse.
En tant que sorcière de la sagesse, on attendait d'elle qu'elle agisse comme une adulte. Blake lui tapota doucement la tête et la rassura en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de faire tant d'efforts. Si elle se débattait, souffrait ou n'avait aucune raison de le faire, elle pouvait toujours compter sur lui. Etta le regarda et lui demanda avec hésitation si tout allait bien. Blake a souri chaleureusement et l'a assuré que c'était bien le cas. Lorsqu'elle lui demanda à nouveau confirmation, il lui répondit fermement qu'il le pensait. Etta le serra fort dans ses bras et ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle reposa sa tête sur ses genoux, se laissant enfin aller à la détente. Elle le remercia doucement tandis qu'il lui tenait la main et lui tapotait doucement la tête, la calmant davantage. Blake sourit en la voyant, à présent calme et vulnérable, agir comme l'enfant qu'elle était vraiment. Alors qu'il contemplait l'extérieur, Blake repensa au jour où il avait sauvé Etta d'une nuée de monstres. Après les avoir vaincus, il s'était précipité à ses côtés et l'avait trouvée effondrée de peur. Plus tard, alors qu'Etta et Alice se reposaient, il s'apprêtait à s'éloigner pour renforcer la barrière lorsqu'il entendit Etta pleurer dans son sommeil. Sa main tremblante se tendit, comme si elle cherchait quelqu'un. À cet instant, Blake vit une enfant pitoyable qui ne demandait qu'à être acceptée. Il lui prit la main, et comme maintenant, elle se calma et se détendit à son contact. Même dans son sommeil, Etta le suppliait de ne pas partir et de ne pas la laisser toute seule. Blake lui avait gentiment répondu qu'il était là et qu'il n'allait nulle part. Quelques jours plus tard, Blake se promenait dans la rue en tenue décontractée. Pendant qu'il attendait, une enfant s'est approchée de lui et lui a demandé d'une voix enjouée si elle l'avait fait attendre. Il y a quelques jours, Etta a encouragé son équipe en leur disant qu'ils devraient travailler dur ensemble ce jour-là également. Ils répondirent en bégayant un oui hésitant et acceptèrent de faire de leur mieux. Ils commencèrent leur tâche tandis qu'Etta se concentrait sur la sienne, ignorant leur regard maladroit dans sa direction, ce que Blake remarqua. Le soir venu, comme à l'accoutumée, tout le monde prit congé, laissant Etta seule dans la salle de recherche. Le lendemain, la même routine se répète. Etta dirige l'équipe comme d'habitude, et le lendemain, rien ne change. Tout le monde continue d'agir de la même façon. Le 4e jour, alors qu'Etta lisait un livre, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à se concentrer ou à comprendre quoi que ce soit. Frustrée, elle a refermé le livre et s'est dirigée vers Blake. Sans crier gare, elle l'a serré fort dans ses bras et lui a crié qu'elle n'en pouvait plus. Elle avoue qu'elle est épuisée et qu'elle ne veut plus rien faire. Blake lui tapote doucement la tête et lui dit que ça a dû être dur. Etta, réconfortée par sa chaleur, lui a joyeusement demandé de la tapoter davantage et de la serrer dans ses bras, ce qu'il a fait avec plaisir. Remarquant son stress, Blake souhaite faire quelque chose pour elle. Il lui demande si elle a un jour de congé le lendemain et si elle a quelque chose à faire. Etta lui répond que oui, elle veut sortir avec lui. Le lendemain, il se retrouve au marché. Etta lui demande si elle l'a fait attendre, mais Blake sourit et lui assure qu'il n'a pas attendu du tout. Il lui demande alors s'il doit se mettre en route. Alors qu'ils se promènent dans le marché animé, tous deux sont surpris par la variété des étals et l'animation de la foule. Blake lui demanda si c'était la première fois qu'elle visitait la rue du marché, et Etta a admis que c'était le cas. Elle expliqua que, depuis son arrivée dans la capitale royale, elle ne sortait pas beaucoup et n'avait jamais joué en ville. Blake sourit et lui dit que c'est merveilleux, qu'il la confond. Il lui prit la main et l'entraîna doucement, disant qu'explorer quelque chose pour la première fois était toujours plus amusant. L'excitation d'Etta grandit, et elle accepta de tout cœur. Ils ont exploré le marché ensemble, dégustant des friandises et s'amusant. À un moment donné, Etta a remarqué un groupe d'enfants qui se couraient après et jouaient. Blake l'encourage à se joindre à eux. La voir jouer joyeusement comme une enfant normale le fait sourire. À la tombée de la nuit, les étals du marché commencèrent à fermer et il était temps pour Etta de dire au revoir à ses nouveaux amis. Elle sourit chaleureusement à Blake et le remercia pour cette journée. Sur le chemin du retour à l'Institut de recherche magique, Etta s'est arrêtée pour admirer des bijoux brillants dans une échoppe voisine. Blake remarqua son regard et lui demanda si elle avait trouvé quelque chose qui lui plaisait, ce qui la mit mal à l'aise. Elle hésite mais commence à regarder les bijoux. Blake a pris un collier avec un pendentif bleu brillant qu'elle avait regardé et a dit au vendeur qu'il le prenait. Etta a paniqué, insistant sur le fait qu'elle le paierait elle-même, mais Blake a souri et lui a dit qu'il s'agissait d'un cadeau. Stupéfaite, Etta le regarde payer le collier. Le vendeur l'a remis à Etta, qui a fièrement brandi le collier et remercié Blake avec un grand sourire. Elle a serré le cadeau dans ses bras, ce qui a fait rire le vendeur, qui a dit que Blake était un bon père et qu'il avait une fille adorable. Blake et Etta se figèrent de surprise avant de rire ensemble sans corriger le malentendu. Ils retournent à l'institut, tous deux de bonne humeur. Une semaine plus tard, l'équipe se réunit dans la salle de recherche. Etta s'est timidement excusée auprès de tout le monde,
avouant qu'elle n'avait pas réussi à trouver un moyen de contrer le miasme. Cependant, elle a expliqué qu'elle appréciait à nouveau l'utilité des techniques de barrière, notamment pour bloquer et purifier complètement les miasmes. Elle annonça son intention de rassembler d'autres mages barrières et de faire avancer leurs recherches sur les barrières. Se tournant vers Blake, elle lui demanda s'il était prêt à coopérer à nouveau avec eux. Il sourit et répond par un oui confiant. Avant que la conversation ne se poursuive, la dame l'a interrompu, surprenant Etta et Blake. Toute l'équipe s'est soudain inclinée profondément et s'est excusée sincèrement à l'unisson. La dame avoue qu'en raison de leur complexe d'infériorité, ils s'en sont remis entièrement à Etta, rejetant sur elle toute responsabilité parce qu'elle était un génie. Pire, ils avaient négligé leurs efforts et s'étaient complus dans l'autosatisfaction. Elle a également admis que, par jalousie, ils avaient manqué de respect à Blake, méprisant les mages de la barrière pour protéger leur propre orgueil. Il s'incline à nouveau, s'excusant auprès d'Etta et de Blake. Etta les rassure en leur disant que ce n'est pas grave et qu'elle n'y voit pas d'inconvénient. Blake est d'accord, disant qu'il ressent la même chose qu'Etta. Etta a ensuite posé sa main sur l'épaule de la dame, lui rappelant gentiment qu'il était difficile de se reposer entièrement sur elle. Elle les encourage à faire plus d'efforts et à travailler dur à partir de maintenant. La dame, touchée par les paroles d'Etta, la remercie pour sa gentillesse. Les autres membres entourèrent Blake pour s'excuser à leur tour. Ils admirent que l'incident leur avait fait comprendre la grandeur des techniques de barrière, les reconnaissant comme une magie vraiment étonnante. Tandis que le groupe discutait joyeusement avec Blake, Etta demanda discrètement à la dame pourquoi ils avaient décidé de s'excuser. La dame explique que c'est grâce à Blake. Elle a admis qu'ils avaient toujours remarqué qu'Etta ne se sentait pas bien et qu'ils savaient qu'ils en étaient en partie responsables. Cependant, ils n'ont pas eu le courage de faire face à leur propre impuissance. La dame a ajouté que Blake les avait grondés, avait aidé Etta et l'avait rendue joyeuse, ce qui leur avait donné le courage de faire un pas en avant. Elle conclut en disant que Blake et ses techniques de barrière étaient vraiment merveilleux. Etta approuva immédiatement, souriant en disant à la dame, du fond du cœur, que Blake était vraiment merveilleux. Le lendemain, les membres de l'équipe de recherche et Etta escortent Blake à l'extérieur. Etta lui dit qu'elle lui ferait savoir s'il y a des progrès, ce à quoi il répond qu'il attendra. Puis, l'appelant plus près d'elle, elle lui chuchota s'il voulait bien se livrer à nouveau à elle. Il sourit et lui assura qu'il le ferait à tout moment, ce qui la fit sourire sous le regard confus de son équipe. Blake lui dit au revoir et s'en va, réalisant qu'il n'est pas retourné au dortoir depuis un moment et se demandant comment tout le monde va. Plus tard, de retour au dortoir, Thérèse lui a crié dessus parce qu'il était en retard. Clara lui jette un regard noir et Sven s'écrie qu'il était inquiet. Paniqué par leur réaction, Blake commença à expliquer ce qui s'était passé pendant son absence. Sven s'exclama, incrédule, qu'ils savaient tous que seuls quelques privilégiés pouvaient entrer à l'Institut de recherche magique et qu'être proche de 2 membres du Parti des héros semblait impossible. Ils se demandèrent à haute voix si la magie des barrières était vraiment si incroyable et commencèrent à se demander qui était vraiment Blake. Blake demanda comment les choses s'étaient passées pendant son absence. Sven sourit, disant qu'il attendait cette question. Fièrement, il annonça qu'il montrerait à Blake les résultats de son entraînement le lendemain. Le lendemain, sur le terrain d'entraînement, Thérèse, Clara et Sven déversèrent leur puissance magique dans leurs attaques, frappant les cibles d'entraînement pendant que Blake observait silencieusement, sans pouvoir s'empêcher d'être inquiet. Sven poussa un juron de frustration, criant qu'il devrait être capable de faire mieux. Thérèse lui a dit que devenir plus fort ne se faisait pas du jour au lendemain. Une autre équipe est passée, se moquant d'eux en les qualifiant d'abandon. Ils se moquaient d'eux en disant qu'ils avaient à peine réussi auparavant et que leur récente réussite à l'exercice devait être un coup de chance. Sven répond furieusement en leur disant de dire ce qu'ils veulent. Thérèse a admis qu'il n'y avait rien à faire, car ils étaient vraiment des décrocheurs. Clara est d'accord, ajoutant qu'ils ont toujours été à la dernière place. Sven, de plus en plus en colère, exige de savoir s'ils abandonnent et s'ils prévoient de s'en remettre à nouveau au vieil homme sans rien faire eux-mêmes. Thérèse s'écrie qu'elle n'a pas dit cela, mais Sven se retourne et part en trombe, disant qu'il en a assez et qu'il n'abandonnera pas. Thérèse chuchota, se demandant ce qui n'allait pas chez Sven, et Clara exprima son inquiétude. Blake observe tranquillement la situation. Un peu plus tard, Blake trouva Sven à genoux devant lui, la tête baissée. Sven supplia Blake de lui enseigner la magie, disant qu'il devait devenir plus fort ou qu'il serait renvoyé. Blake a demandé pourquoi Sven se donnait tant de mal, et Sven a expliqué qu'il était le fils aîné d'une famille de la noblesse rurale et le seul magicien de leur lignée. C'est pourquoi on s'attendait à ce qu'ils réussissent. Cependant, il s'agissait de nobles ruraux pauvres qui ne pouvaient pas vivre dans le luxe. Sven voulait gagner de l'argent pour améliorer la vie de sa famille. Blake lui dit qu'il comprend, mais lui rappelle qu'il ne connaît que les techniques de barrière.
Sven a répondu qu'il comprenait et qu'il était déçu. Blake lui propose alors de lui enseigner des techniques de combat, ce qui réjouit Sven. Sven supplie Blake de commencer immédiatement, et Blake propose de commencer dès le lendemain. Sven l'a remercié avec enthousiasme, encore et encore. Le lendemain, Sven est irrité de voir que Thérèse et Clara sont également présentes. Thérèse le taquine en lui disant qu'il ne peut pas les devancer si facilement. Clara ajoute qu'il ne faut pas compter uniquement sur le vieil homme. Blake explique qu'il les a invités parce qu'ils semblent partager les mêmes sentiments que Sven. Sven admet à contre-cœur que c'est peut-être vrai, mais il se plaint d'avoir été obligé de les supplier en premier. Blake s'en excuse. Clara, qui se tenait derrière Blake, se disait qu'elle allait peut-être découvrir le secret de sa force. Jusqu'à présent, elle s'était contentée de l'observer, mais aujourd'hui, elle avait l'intention d'y prêter plus d'attention. Blake se retourna soudain vers elle et sourit, surprenant Clara. Embarrassée, elle se détourna rapidement et se rappela qu'elle devait être plus discrète. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à la forêt de la Mecque. Sven était en train d'attaquer un lézard avec la magie du feu, donnant tout ce qu'il avait pour le vaincre. Lorsqu'il a réussi à le tuer, il s'est exclamé fièrement qu'il pouvait le faire lui aussi. Soudain, il entendit un bruit derrière lui et se retourna, pour découvrir un autre lézard qui s'élançait vers lui, la gueule grande ouverte. Avant qu'il ne puisse réagir, une barrière tranchante tourna autour du lézard et le découpa en morceaux. Blake a rappelé à Sven de ne pas baisser sa garde et Sven s'est excusé. Thérèse s'écrie que les monstres se multiplient. Blake s'avance calmement et leur dit qu'il va faire une démonstration. Formant une épée barrière, il expliqua que face à de nombreux ennemis, la magie à large portée était la meilleure. D'un seul coup, il décapita les lézards environnants. Thérèse, stupéfaite, demanda s'il n'était pas un peu trop fort. Clara demanda pourquoi il était si puissant, et Sven se demanda comment il pouvait faire cela s'il n'était qu'un mage de barrière qui maintenait les défenses du royaume des démons. Blake fut surpris par leur réaction et sourit, leur disant que c'était une vieille histoire qui prendrait du temps à expliquer. Après leur entraînement, ils s'assirent dans un endroit sûr. Blake began recounting his story, saying it all started 30 years ago when he was just 9 years old. Et, who had a talent for barrier technique, was taken to the demon realm. Là, il a été chargé de créer des barrières pour supprimer les miasmes et les monstres du royaume des démons. Ils n'ont reçu qu'un maigre salaire, de la nourriture et de l'eau, et ont fini par être abandonnés. Il a expliqué qu'en raison de leur mission de maintien permanent des barrières, ils ne pouvaient pas bouger de l'endroit qui leur avait été assigné. Par conséquent, ils n'avaient pratiquement pas le temps de dormir. Malgré cela, il a continué à maintenir la barrière. Cependant, la nourriture commence à manquer et ils ne peuvent plus se ravitailler. Il a atteint ses limites, tant en termes d'épuisement que de force physique. C'est alors qu'il eut l'idée de créer un cercle magique qui maintiendrait automatiquement la barrière. Clara s'exclama qu'elle savait que presque personne ne pouvait développer des cercles magiques, et Sven demanda s'il ne se trompait pas en supposant que Blake avait dû échouer. Blake répondit qu'il avait réussi à force d'efforts, ce qui choqua Sven, qui avait du mal à le croire. Blake a poursuivi en expliquant qu'en quelques jours, il avait mis au point un cercle magique qui pouvait être imprégné de pouvoirs magiques. Ce jour-là, il dormit comme un loir. Quelques jours plus tard, il donna tout son argent à un marchand de passage et lui demanda de transmettre la méthode de création du cercle magique à d'autres mages de la barrière. Cependant, son prochain problème est de trouver de la nourriture et un abri. Il décida d'aller chasser et cueillir dans la forêt voisine, mais celle-ci grouillait de monstres. Effrayé, il retourna rapidement à la barrière. Bien que des rations lui parviennent tous les quelques mois, celles-ci finissent par cesser d'arriver. Désespéré, il s'aventura à nouveau dans la forêt. Il réussit à cueillir quelques champignons, mais il fut repéré et attaqué par un monstre. Terrifié, il s'est mis à courir pour sauver sa vie. N'ayant pas d'autre choix, il utilisa sa barrière pour arrêter le monstre un instant, ce qui lui permit de retourner en toute sécurité à la barrière. Il n'y avait pas grand-chose à gagner, et les miasmes denses de la forêt devaient être purifiés. Par-dessus tout, ces barrières étaient inefficaces contre les monstres, et il décida donc de devenir plus fort. Il se concentra sur l'amélioration de ses techniques de barrière, réussissant finalement à les renforcer pour permettre des restrictions à court terme. Grâce à ces améliorations, il pouvait collecter des ressources plus efficacement. 3 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, il chassait dans la forêt lorsqu'un monstre est apparu à ses côtés. Il l'enferma facilement dans une barrière carrée et s'éloigna, poursuivant sa tâche. Après des années d'entraînement, ses techniques de barrière s'étaient tellement affinées qu'il pouvait immobiliser la plupart des monstres pendant plusieurs minutes. Il posa la nourriture qu'il avait ramassée et vérifia sa puissance magique, se sentant grandi. Cependant, il se rendit compte qu'il n'avait toujours pas la capacité de vaincre les monstres. À ce moment-là,
il se rendit compte que même si ces barrières étaient extrêmement solides, elles ne pouvaient pas être déplacées, ce qui les rendait inaptes à l'attaque. Déterminé à trouver une solution, il travaille sans relâche. 3 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, il réussit enfin à rendre les barrières mobiles. Il nomme cette nouvelle méthode la technique des barrières offensives. Grâce à elle, il chassa sa première viande depuis des années et la purifia pour en éliminer les miasmes. Il la mangea avec des larmes de joie. Fort de ce succès, il poursuivit ses recherches sur les techniques de barrières, explorant leur forme, leurs propriétés, leur dureté, leur souplesse et leur viscosité. Ces efforts lui ont permis de créer des techniques de combat utilisant des barrières, qu'il a perfectionnées en se battant quotidiennement. Alors que Blake racontait cette histoire, un monstre apparut soudain derrière lui. La créature rassembla du feu dans sa bouche et le lança sur le groupe, mais Blake le bloqua sans effort à l'aide d'une barrière, ce qui choqua les 3 enfants. Il sauta en l'air, forma une épée en assouplissant la barrière dans sa main et trancha net la tête du monstre. Il dit fièrement aux enfants qu'après des années d'épreuves, il était devenu capable de tels exploits. Les autres n'arrivaient pas à croire qu'il avait vaincu une autre salamandre en un seul coup. Sven a commenté la force écrasante de Blake, mais Blake a demandé s'il le pensait vraiment, ce qui les a laissés confus. Sven admet qu'il comprend maintenant pourquoi Blake est si puissant. Il a ajouté que les antécédents de Blake étaient incroyables. Clara réfléchit en silence à la douleur qu'elle a dû ressentir, mais Blake ne le montre pas. Elle se dit qu'il était vraiment incroyable, ce qui amena Blake à les regarder avec confusion. Blake les sermonna alors en leur disant que s'ils s'entraînaient comme lui, ils pourraient aussi devenir plus forts et atteindre rapidement son niveau. Les leur se demandait si une telle ignorance était terrifiante, tandis que Clara pensait que Blake était un vieil homme insensible. Sven, quant à lui, se résolut à ne pas avoir peur, pensant que s'il voulait devenir aussi fort que Blake, il n'avait pas d'autre choix que d'essayer. Alors qu'ils entendaient des monstres approcher, Blake désigna avec enthousiasme 2 salamandres derrière lui, leur disant qu'ils devraient ensuite combattre les créatures. Il les encouragea en leur disant que s'ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, ils pourraient vaincre les monstres. Sans voix et terrifiés, les 3 hommes crièrent à l'unisson qu'ils n'avaient aucune chance de les vaincre.